Alors, la plus-value peut provenir de la cession des éléments d'actifs. Ça peut être des immeubles, du matériel, des titres en portefeuille, des brevets, fonds de commerce, etc. L'essentiel, si le prix de cession est supérieur à la valeur nette comptable, vous avez dégagé une plus-value et vous le mettez dans votre comptabilité dans la classe des produits. Maintenant, la fiscalité va intervenir. On va dire vous avez réalisé une plus-value. On va regarder cette plus-value-là, est-ce qu'elle est imposable ou pas. Et on va regarder également dans quelles conditions vous avez réalisé cette plus-value. Est-ce que vous l'avez réalisée en cours d'année d'exploitation ou vous l'avez réalisée en fin d'exploitation. Par exemple, au moment de cesser votre activité, si vous vendez vos biens et que vous réalisez des plus-values, il y aura un traitement fiscal spécial, différent d'une plus-value obtenue en cours d'exploitation. Là, l'entreprise n'est pas morte. C'est en cours d'exploitation que vous avez réalisé une plus-value. C'est un produit, l'administration va se prononcer là-dessus pour voir si c'est un produit imposable ou pas. Les produits réalisés en cours d'exploitation sont compris en totalité dans les résultats de l'exercice de leur réalisation. Donc ça veut dire que c'est dans les produits. Et ça, c'est le comptable qui a passé l'écriture. Toutefois, les dispositions de l'article 19 du Code général des impôts prévoient une possibilité d'exonération de ces plus-values sur certaines conditions. 1. L'entreprise doit s'engager à réinvestir dans un délai de 3 ans, puisque l'entreprise a cédé un bien qui appartenait à son patrimoine. 2. Le montant du réinvestissement doit être au moins égal aux disponibilités provenant de l'élément cédé, c'est-à-dire le total des amortissements plus le prix de cession. Donc, le montant du réinvestissement doit au moins être égal à ce montant-là. Troisièmement, les plus-values exonérées à l'amortissement des nouvelles immobilisations acquises qui sont affectées donc à l'amortissement. Autrement dit, au moment d'amortir, de passer en amortissement le bien nouvellement acquis, vous ne passerez pas l'amortissement sur la valeur brute du bien, mais vous allez défalquer les plus-values. Bon, ça, c'est technique. Hein? Ce qui nous intéresse ici en fiscalité, c'est que si vous remplissez ces conditions-là, l'entreprise peut bénéficier d'une exonération de ces plus-values. Donc ça, vous avez intérêt à le savoir parce que vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Si vous vendez un véhicule, si vous vendez un immeuble, vous réalisez une plus-value, c'est imposé à 30%. Mais si vous êtes au courant de cette disposition-là, vous allez vous arranger à les respecter pour que vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value que vous avez réalisée. Et donc ça, votre conseiller comptable doit le savoir, vous également. OK? Donc c'est un moyen de gagner de l'argent, puisqu'on vous exonère d'impôt. Si on vous exonère un impôt, qu'est-ce que ça va se passer? Quel impact ça va avoir sur vous? Le résultat augmente. Si l'impôt baisse, le résultat augmente. Si le résultat augmente, les dividendes augmentent. Donc, vos revenus augmentent. Donc, ça, c'est important à savoir. OK? Est-ce que vous avez compris le principe? Le principe, c'est qu'à chaque fois que vous vendez un bien immobilisé qui était dans le patrimoine de l'entreprise, et que vous avez fait cette vente-là en cours d'exploitation et que des plus-values ont été dégagées sur la cession de ce bien-là, dites-vous bien que vous avez la possibilité de ne pas payer un impôt là-dessus. Okay? Si vous respectez les conditions fixées par l'administration, notamment l'engagement de réinvestir, c'est le plus important. C'est-à-dire au moment de déposer votre bilan, si vous constatez que vous avez réalisé une plus-value, dites à votre comptable d'envoyer en même temps un courrier pour dire au directeur général des impôts, j'ai réalisé une plus-value provenant de la cession d'un véhicule, d'un ordinateur, etc., etc. Je m'engage à réinvestir cette plus-value-là dans un délai de 3 ans. OK? Donc, s'il reçoit ce courrier-là, il vous donne la possibilité, sur cet exercice-là, de ne pas payer un impôt sur cette plus-value. Donc, vous pourrez la déduire. Mais si vous ne respectez pas cette condition, le comptable ne va pas déduire la plus-value, il va laisser la totalité de la plus-value dans les produits
et vous allez payer l'impôt là-dessus. OK? Oui. Mais le fait de gagner de l'argent grâce au fait de ne pas payer l'impôt sur la plus-value, ça dépend un peu du prix de réinvestissement, non? Parce que si la plus-value est tellement grande que on réinvestit en économisant quand même beaucoup d'argent. Même en rajoutant l'imposition, on peut se retrouver avec un gain d'argent par rapport à si on avait décidé de tout réinvestir. Bon, je reste. Oui, je n'ai pas bien saisi. Parce qu'une des conditions, la deuxième je pense, ça dit qu'il faut que le prix de réinvestissement soit au moins égal à la plus-value plus les amortissements. Voilà. J'ai compris votre question. C'est pertinent. En fait, cette exonération-là, elle est différée. C'est une forme d'imposition différée, tout simplement. Donc, vous gagnez de l'argent sur la trésorerie de l'exercice concerné. Okay? Mais vous payerez un impôt plus tard quand vous allez réinvestir, okay? Puisqu'on va vous demander également ce montant de plus-value réalisé. C'est une des conditions de faire le réinvestissement en appliquant ce montant-là. Donc, c'est comme si on a différé le paiement de l'impôt tout simplement. Mais sur le coût, sur l'exercice, vous avez gagné de l'argent. Et votre trésorerie également, puisque vous ne payerez pas d'impôt sur ce résultat-là. Maintenant, peut-être que l'année où vous allez réinvestir et remplir ces conditions, peut-être cette année-là, vous serez déficitaire. Et vous ne payerez pas d'impôt, bien que vous avez réinvesti. Donc là, ça devient un gain définitif. Sur l'exercice de réalisation de la plus-value, vous n'avez pas payé d'impôt. Sur les autres exercices, vous n'avez pas payé d'impôt parce que le résultat déficitaire a absorbé cette plus-value qui avait été différée sur les années suivantes. Mais ça également, si l'État le fait, c'est pour faire quoi? C'est pour faciliter le renouvellement de l'investissement. Parce que si on avait dit simplement, si vous faites la plus-value, vous ne payez pas d'impôt, les gens vont se précipiter à vendre leur patrimoine. Et ça, ce n'est pas bon. L'entreprise, quand même, a intérêt à investir et à garder ces immobilisations-là. Okay? Mais en même temps, on ne peut pas également interdire aux gens de vendre des immobilisations. Si c'est désuet et que vous voulez réinvestir, renouveler, l'État vous facilite le travail. Vous dit, OK, vendez, vous avez réalisé une plus-value, on ne vous demande pas de payer les impôts, c'est pour vous permettre de pouvoir également renouveler votre équipement. Ça, c'est des mesures destinées à favoriser simplement l'investissement. Hein? C'est ça. Oui. Le micro derrière. Monsieur, par rapport à ça, pour le réinvestissement, et si par malheur sur les 3 ans, on ne parvient pas à réinvestir ou soit on réinvestit dans un autre domaine, différent du domaine où l'entreprise s'est complètement spécialisée, est-ce qu'il y a des pénalités là-dessus ou Non, on va vous demander simplement l'exonération dont vous aviez bénéficié là, de le réactualiser et de payer l'impôt là-dessus. Vous avez réalisé une plus-value de 10 millions. Vous n'avez pas respecté l'engagement au bout des 3 ans. Sur la 3e année, le résultat fiscal que vous allez réaliser là, les 10 millions que vous avez réalisés comme plus-value, il faudra les remettre dans ce résultat-là et payer l'impôt là-dessus. Parce que vous n'avez pas rempli les conditions. Okay? Il n'y a pas de pénalité, c'est juste l'impôt qui a été annulé, il est réactivé sur cet exercice-là parce que les conditions n'ont pas été respectées. C'est bon? On peut illustrer avec un cas, s'il n'y a pas de questions en ligne. Pas de questions. Oui. Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur le prix de cession? C'est quoi en fait? D'accord, on va le voir avec l'exercice. Le prix de cession, c'est le prix de vente de l'immobilisation. On va le voir avec le cas pratique là. Donc voilà une société anonyme qui a réalisé au 31 décembre 2019 un bénéfice comptable de 25 millions.
le 30 septembre 2019, il avait cédé une machine amortissable sur 5 ans. Okay. Cette machine avait été achetée en janvier 2017 au prix de 10 millions et la machine a été vendue au prix de 9 500 000. On vous demande de tirer les conséquences fiscales de cette opération en considérant que l'entreprise bénéficie de l'exonération de la plus-value. Donc ça veut dire que l'entreprise a respecté les conditions. Okay. Et là, elle s'est engagée à réinvestir dans le délai de 3 ans. Et quand elle va réinvestir, elle va respecter les 2 autres conditions. Okay. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, quelle est la conséquence fiscale que vous pourrez tirer de ce cas-là? Qui est un cas qui peut arriver tous les jours, hein, mais la plupart des entreprises ne sont pas au courant de cette disposition-là, donc elles ne l'appliquent pas et elles perdent de l'argent. Donc, quelle est la première chose à déterminer ici? Il faut vérifier si l'entreprise a réalisé une plus-value, puisque c'est la plus-value qui est exonérée. Donc ici, est-ce qu'il y a plus-value ou pas? Okay. Pour le savoir, okay, comment on détermine une plus-value? Plus-value égale prix de cession moins valeur nette comptable. Le prix de cession, il est de combien? 9 500 000. Le prix de cession, c'est vous qui le déterminez. Hein? C'est le prix de vente de la machine. Est-ce qu'il suit là? Je viens de répondre à votre question. Le prix de cession, c'est l'entreprise qui vend le bien qui détermine le prix de cession, qui n'est rien d'autre que le prix de vente. J'ai une machine, je l'ai vendue à 9 500 000. Un point, c'est tout. Mais sauf que cette machine-là, elle avait été achetée à un prix donné, elle a subi un amortissement. Donc ces 2 éléments-là vont intervenir sur la détermination de la plus-value. La valeur nette comptable, elle est obtenue comment? En faisant prix d'achat moins la somme des amortissements. Le prix d'achat, il est de combien? 10 millions. Donc c'est une donnée. Ça, on connaît. Hein? La somme des amortissements, amortissement égal. D'abord, la formule de l'amortissement. Amortissement égal prix d'achat multiplié par le taux d'amortissement. Le prix d'achat, il est de combien? Oui, il est de 10 millions, oui. Okay. Bon, multiplié par taux, multiplié par durée. Hein? Donc, le taux, il est de combien? La durée est de 5 ans. Donc, si on a la durée, on va obtenir le taux. On fait comment? Vous l'avez appris en comptabilité aussi. Hein? Égal 100 sur durée. Égal 100 sur 5. 100 sur 5 ans égale 20%. Voilà. Donc on a toutes les données en main. Maintenant, on peut procéder à nos calculs. Qui n'a pas compris? Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Oui? Oui, allez-y, donnez-lui le micro. Donc, quand on dit amortissable sur 5 ans, ça veut dire que sur les 5 années à venir, le bien va perdre toute sa valeur? Ou bien, genre, pourquoi vous avez fait 100 divisé par 5? C'est pour connaître le taux d'amortissement, le quotient d'amortissement par an. On connaît la durée. D'accord. Mais l'amortissement, c'est la valeur sur laquelle on va appliquer le coefficient de dépréciation. D'accord. Maintenant, pour déterminer le coefficient de dépréciation,
On fait 100 divisé par la durée. Donc, en principe, ça veut dire que sur 5 ans, le bien va totalement Être se déprécier. complètement amorti. D'accord. Puisque chaque année, le bien va perdre 20% de sa valeur. Ok? Chaque année, le comptable, à la fin de l'année, va comptabiliser les dépréciations subies par les biens qui sont dans l'entreprise. Ce bien-là, il a une durée de vie de 5 ans. Donc, chaque année, elle va perdre 1/5 de sa valeur, donc qui est de 20%. Donc, ici, le comptable, donc le bien a été acheté en 2017, ce qui veut dire qu'au 31 décembre, d'abord, ici, quelles sont les valeurs à déterminer et quelles sont les valeurs qui sont connues? Ce qui est à déterminer, c'est la plus-value. Mais on ne peut pas connaître la plus-value si on ne connaît pas la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, elle est déterminée à partir de la différence entre le prix d'achat qu'on connaît moins les amortissements. Les amortissements, on les connaît pas, donc il va falloir les calculer. Donc voilà les deux inconnus de notre opération, okay, de notre formule. Donc amortissement égale donc au 31/12/2017. Première année au cours de laquelle le bien est resté dans l'entreprise. Au 31 décembre, le comptable va comptabiliser les amortissements sur ce bien-là. Donc, il va faire quoi? Prix d'achat fois 20%, pardon. OK? Égale combien? 200 000. Donc, le bien a perdu de sa valeur 200 000 en 2017. Au 31/12, donc les amortissements sont toujours passés en fin d'année. Hein? Ça fait partie des écritures d'inventaire. Il va refaire la même chose. Tant que le bien est dans l'entreprise, le bien va subir une dépréciation liée à l'utilisation du bien dans l'entreprise. Donc 2018 également, la dépréciation constatée sera de 200 000. En 2019, est-ce que c'est au 31 décembre 2019 qu'il va passer l'écriture? Non. Le bien est sorti à quelle date? En septembre. Donc au 30 septembre. Hein? 30 septembre 2019, le bien est sorti. Mais entre le 1er et le 30, il était dans l'entreprise et il a subi une dépréciation. Cette dépréciation-là doit être constatée. Oui. C'est 2 millions. Hein? Oui, 200 000 me paraît faible. Oui. OK? Donc, pour ceux qui nous suivent en ligne, hein, c'est 2 millions. Donc, il va faire appliquer le même principe, valeur d'acquisition, multiplié par taux, multiplié par durée. Ici, la durée, c'est 12/12e. Ici, 12/12e. Ici, c'est combien de mois? C'est 9 mois sur l'année. Ça fait combien? Bon, en fait, vous faites 2 millions fois 9/12e, hein, je pense. Combien? 1,5 million. Voilà la dépréciation subie en 2019. Donc, la somme des amortissements est de 5,5 millions. C'est bon? Donc, le bien a perdu de sa valeur depuis sa date d'entrée en 2017 jusqu'au 30 septembre, 5,5 millions. Donc, la valeur nette comptable de ce bien-là sera de prix d'achat moins somme des amortissements. Prix d'achat, c'est combien? 10 millions. À l'entrée, le bien valait 10 millions, mais il a subi 5,5 millions de dépréciation. Donc, sa valeur nette comptable au 30 septembre 2019 est de 4,5 millions. Voilà, la VNC.
Et donc, on peut facilement déterminer s'il y a plus-value ou pas. Plus-value égale prix de cession moins VNC, 4 500 000. Donc, ils viennent d'ici. Hein. Égale 5 millions. Hein. Donc, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 5 millions. Pourquoi? Parce que la valeur du bien, c'est 4 500 000. Mais elle a réussi à le vendre à un prix supérieur, qui est de 9 500 000. Donc, elle a dégagé une plus-value de 5 millions. Alors, cette valeur nette comptable, elle est comptable, comme son nom l'indique, elle est théorique. Ça ne veut pas dire que sur le marché, le bien vaut 4 500 000. Il peut bien valoir plus ou moins. Hein. Ça dépend de l'état du bien au moment de la cession. Mais c'est un prix de référence. Donc, dans votre comptabilité, si vous avez une valeur nette comptable, dites-vous que si vous voulez vous séparer de ce bien, ça va être votre prix de référence. Après le reste, ça va être une négociation entre l'acquéreur et vous. Si vous parvenez à lui vendre à un prix supérieur à la valeur nette comptable, vous êtes un bon gestionnaire, vous avez réalisé une plus-value. Mais si le bien était dans un état tel que sa vraie valeur est inférieure à la valeur de référence en ce moment, vous ne pourrez pas le vendre à cette valeur-là ni à une valeur supérieure. Donc vous serez obligé de perdre de l'argent dû au fait que le bien s'est fortement déprécié, tout simplement. Donc voilà le produit qui va figurer dans votre comptabilité, dans la rubrique des plus-values liées à une cession d'un élément d'actif amortissable. Donc voilà comment on détermine une plus-value. Mais ça, c'est le comptable qui va le faire. Vous, ce que vous verrez dans votre bilan, c'est les 5 millions dans vos produits. Après, c'est à lui de vous expliquer comment il a pu obtenir 5 millions. S'il vous dit que c'est les plus-values de cession, là, vous devez avoir le réflexe de savoir est-ce que ces plus-values ont été exonérées ou pas. Ce sera le moment de vous engager auprès de l'administration pour le réinvestissement pour pouvoir échapper à l'impôt. Donc les 5 millions-là ne seront pas frappés de 30%, mais ils seront exonérés d'impôt. C'est clair? Et donc, la conséquence fiscale que vous devez tirer, c'est, au moment de déterminer votre résultat fiscal, vous avez votre bénéfice comptable, il faudra déduire les 5 millions pour avoir un résultat fiscal de 20 millions. Donc, vous payerez l'impôt sur 20 millions et non sur 25 millions. Mais si votre comptable n'était pas au courant de cette disposition-là, il va laisser les 5 millions dans les produits et votre bénéfice fiscal sera de 25 millions et non de 20 millions. Et donc, vous allez payer des impôts sur 25 millions. Donc, ici également, vous pouvez faire une optimisation fiscale si vous maîtrisez cette disposition fiscale. Oui. Quoi ça? 33 fois 12. Prenez le micro, s'il vous plaît.
Ah ok, non, je crois que j'ai changé les données après. Si, c'est 33 mois. Bon, ici, pour que vous compreniez, hein, j'ai détaillé. Hein. Ça fait 12 mois. 12 mois plus 9 mois. Ça fait 33 mois. J'ai pris un raccourci, quoi. Okay. Donc, pour déterminer la somme de mes amortissements, je sais que le bien est resté dans l'entreprise pendant 33 mois. Donc, la somme des amortissements pratiqués, c'est sur 33 mois divisé par 12. 33 douzièmes. Okay. C'est la même chose que de le faire par année. Hein. Là, j'ai éclaté, quoi. J'ai 12 mois, plus 12 mois, plus 9 mois, ça fait 33 mois au total. 24 plus 9. Donc, le bien est resté 33 mois dans l'entreprise. Ah, vous ne voyez pas le tableau? Ah, ok. Sinon, vous vous rapprochez aussi. Hein? Il y a de la place devant. Vous avez compris maintenant? Les 33, c'est la durée. OK. Donc ça, c'est une plus-value réalisée en cours d'exploitation. L'entreprise n'est pas morte. OK? En janvier, en février, n'importe quelle période de l'année, vous avez eu à céder un bien. Sur ce bien-là, vous avez réalisé une plus-value. À la fin de l'année, pour échapper à l'impôt, vous vous engagez à réinvestir. Et donc, la plus-value qui a été réalisée ne sera pas frappée d'impôt. Donc, au moment de déterminer votre résultat fiscal, vous allez déduire cette plus-value-là. Deuxième cas de figure, c'est une plus-value réalisée à l'occasion d'une cession totale ou partielle d'une activité. Okay. Donc ça, généralement, c'est quand vous décidez de fermer votre entreprise. Donc, je vous ai dit que dans le cas d'une société, il y a le liquidateur qui doit céder les biens de l'entreprise pour rembourser les dettes. Donc, si vous cédez ces biens-là, il est probable que vous réalisez des plus-values. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait une cessation d'activité que vous ne payez pas d'impôt. Hein. Si vous faites une cessation d'activité, il y a un dernier bilan qui est déterminé. Sur ce bilan-là, il y a un résultat comptable. Sur ce résultat comptable, il y a un résultat fiscal. Et il faudra payer un impôt sur ce dernier résultat fiscal. Maintenant, s'il se trouve que dans ce résultat comptable, il y a eu des plus-values liées à une cession d'immobilisation, cette plus-value-là, elle est également exonérée. Okay? Mais il faut, sous certaines conditions. Donc, si la cession est intervenue moins de 5 ans après la création de l'entreprise, seule la moitié est exonérée. Les 50% qui restent seront imposés. Donc, vous ne déduirez que 50% de la plus-value. Vous avez créé votre entreprise, avant la 5e année, vous avez fait une cessation d'activité. Vous avez vendu les immobilisations. Sur votre dernier bilan, là, la plus-value qui a été réalisée provenant de la cession de ces immobilisations-là sera imposable à hauteur de 50%. Donc, sur votre résultat fiscal, vous allez déduire 50% de la plus-value. Là-bas, on avait déduit 100%. Ici, on déduit 50%. Deuxième possibilité, au cas de figure, la cession est intervenue 5 ans après la création de l'entreprise. Les plus-values sont imposables, mais à hauteur de 1/3. Donc là, c'est encore plus favorable. Là-bas, c'est 50% qui sont exonérés. Ici, c'est 2/3 qui est exonéré. Donc c'est comme si l'État favorisait le maintien des entreprises. Okay? Donc si l'entreprise disparaît avant 5 ans, elle a quand même des bénéfices, des avantages fiscaux, mais qui sont plus faibles que si l'entreprise était restée là pendant plus de 5 ans. C'est compliqué, hein?
C'est bon? 2 tiers. Donc vous prenez la plus-value, vous la divisez par 3 et vous exonérez les 2 tiers. Vous laissez 1 tiers dans les produits et vous les imposez au taux de 30%. Vous prenez la plus-value multipliée par 2 tiers. Vous la déduisez. Là-bas, vous déduisez 50%. Moins de 5 ans, 50% sont exonérés. Plus de 5 ans, 2 tiers sont exonérés. Si c'est en cours d'exploitation, c'est 100% qui est exonéré si on remplit les conditions. Donc ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas de condition. Il n'y a aucun engagement à faire. C'est juste par rapport à la durée de vie de l'entreprise. Donc la date à laquelle la cession ou la cessation d'activité est intervenue. Donc ça peut être la cessation totale de l'activité, ça peut être également une branche de l'activité que vous vendez à une autre entreprise. Hein. Tout ça, on l'appelle cession partielle d'une activité. Vous avez une entreprise de vente de marchandises, de production de produits informatiques, etc. Donc vous avez 2 branches. Vous décidez de vous séparer d'une branche parce que peut-être elle n'est pas rentable pour vous. Donc vous cédez cette branche-là à une autre entreprise. Donc si vous avez réalisé une plus-value sur cette session-là, vous rentrez dans ce cas de figure-là. Si cette session est intervenue dans les 5 ans, 50% de la plus-value est exonérée. Si c'est au-delà de 5 ans, c'est 2 tiers qui sont exonérés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Si l'entreprise a été formée il y a 5 ans ou plus, et que, disons, la branche pour poisson, par exemple, a été formée il y a 2 ans, lorsqu'on va vendre cette branche-là, on prend en compte le fait que c'est plus de 5 ans ou moins de 5 ans? Alors, si la cession, on a dit, pas la création de l'entreprise, si la cession intervient moins de 5 ans après la création de la société. Donc, il y a la cession de l'élément, il y a la durée de vie de l'entreprise qui est décomptée à partir de la date de création. Okay? Donc, ce n'est pas la date de création de l'activité, mais c'est la date de création de l'entreprise. Okay? Maintenant, la date à laquelle vous avez cédé, on va regarder par rapport à la date de création de l'entreprise. Est-ce que c'est dans les 5 ans de la création de l'entreprise ou c'est au-delà de 5 ans de la création de l'entreprise? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non, il n'y a pas de questions en ligne. OK. Donc, on a un exercice d'application à faire pour résumer un peu le traitement fiscal des produits. Donc, c'est une société qui a dégagé un bénéfice net comptable de 30 millions. Dans ce bénéfice, vous avez des exportations de 32 millions. La société a une succursale qui est installée au Mali et cette succursale a réalisé un bénéfice de 25 millions. Un déficit de 25 millions. Elle a également une succursale installée à Saint-Louis qui, elle, a réalisé un bénéfice de 16 500 000. Toujours dans les opérations de l'entreprise, elle a perçu d'une société dans laquelle elle détient 32% du capital, 13 770 000 de dividendes nets. Idem pour une société dans laquelle elle ne détient que 9% du capital, 2 800 000. Les intérêts sur prêts consentis à la Banque de l'Habitat du Sénégal pour 8 425 000. Elle a également dans ses produits des produits exceptionnels qui proviennent d'une indemnité d'assurance pour 10 millions. Elle a vendu un véhicule le 30 mars 2019. Ce véhicule avait été acquis à hauteur de 10 500 000 en janvier 2016. Donc le prix de cession de ce véhicule
était de 2 650 000 et c'est un véhicule amortissable au taux de 25%. Bon, on précise que la société a pris l'engagement de réinvestir cette plus-value, si toutefois il y a une plus-value. On vous demande d'opérer les redressements nécessaires sur le résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal de 2019 en justifiant les solutions retenues. Pour rappel, le montant de l'impôt sur les sociétés au Sénégal est de 30%. Alors, avant d'attaquer le cas, donc une précision sur un principe fiscal qu'on appelle la territorialité. Donc, son truc là. Alors, seuls sont passibles de l'impôt sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Sénégal, quelle que soit leur nationalité. Donc, si vous créez une entreprise au Sénégal, seuls les bénéfices réalisés au Sénégal sont imposés au Sénégal. Les bénéfices réalisés par une société sénégalaise dans des entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés au Sénégal. Donc, c'est le principe de la territorialité. Vous avez une société installée au Sénégal. Vous avez créé votre filiale, votre succursale hors du Sénégal, au Mali, en Gambie, en tout cas hors du Sénégal. Les bénéfices réalisés par cette succursale-là qui est installée hors du Sénégal ne seront pas imposables au Sénégal. Donc, vous ne pouvez pas rapatrier ces bénéfices-là, les mettre dans la base d'imposition du résultat de la société installée au Sénégal et payer l'impôt au Sénégal. Parce que ces bénéfices sont réalisés hors du territoire sénégalais. Donc, l'inverse est valable. Si vous faites une perte, si une de vos filiales qui est à l'étranger fait une perte, cette perte-là, vous ne pouvez pas la faire subir au résultat de la société mère installée au Sénégal. Parce que la perte, elle est réalisée hors du territoire sénégalais. OK? Une société étrangère est imposable à l'impôt sur les sociétés à raison que les bénéfices tirés des entreprises qu'elle y exploite. Donc, si une société française vient s'installer au Sénégal et réalise des bénéfices au Sénégal, cette société-là va payer l'impôt au Sénégal. Pas l'impôt de tout le groupe, mais juste la filiale qui est installée au Sénégal. Les bénéfices réalisés par la filiale installée au Sénégal seront frappés de l'impôt au Sénégal. Parce que le bénéfice est réalisé dans le territoire sénégalais. Donc, vous avez compris ce principe-là, le principe de la territorialité. Voilà, maintenant, vous pouvez faire l'exercice. Vous avez 15 minutes. On arrête à 13h. Il est 12h37. Ensuite, on corrige. Alors, donc rappelez-vous cette formule-là, toujours, de détermination du résultat fiscal. Donc, résultat fiscal égale résultat comptable plus réintégration des charges moins déduction des produits non imposables. Donc, on va dire produits exonérés, charges non déductibles. Donc, la méthode de détermination du résultat fiscal, la voici. Donc, vous faites un tableau de détermination du résultat fiscal. Donc, ici, vous avez les opérations. Donc, les opérations. Ici, vous avez les réintégrations. Et ici, vous avez les déductions.
Donc toutes les réintégrations seront placées dans cette colonne-là. Toutes les déductions dans cette colonne-là, et à la fin, on va faire le total et déterminer le résultat. On part toujours du... Le premier élément à placer, c'est lequel? Du résultat comptable. Donc on mettra toujours ici le résultat comptable. Et le résultat comptable, on le place toujours dans la colonne réintégration. Il est de combien ici le résultat comptable? Il est de 30 150 735. Ensuite, vous passez les opérations une à une et vous faites le traitement. Si c'est une opération à réintégrer, vous la rajoutez ici. Si c'est à déduire, vous la placez ici. Et à la fin, on va faire total réintégration moins total déduction. On a notre résultat fiscal. On ne va pas reprendre le résultat comptable parce qu'il est déjà dans les réintégrations. Okay? Donc, première opération. Exportation. C'est quoi une exportation? On vend un bien à l'extérieur. Okay? J'ai vendu des ordinateurs à un client qui est au Mali. Donc, je fais de l'exportation. Est-ce que c'est imposable au Sénégal ou pas? Non, pourquoi? Je pense que c'est exonéré. C'est exonéré. Pourquoi? Oui. En fait, je pense... Sur quelle base? L'État, puisque l'État encourage aussi l'exportation, en fait, pour équilibrer la balance commerciale. Parfois, l'État... C'est pour cela que l'État aussi privilégie beaucoup plus les sociétés qui effectuent l'exportation par rapport à celles qui effectuent l'importation. Ok. C'est un avis, un autre? En fait, dans le commerce international, pour éviter la double imposition, donc on exonère l'exportation, l'impôt sur l'exportation. Et maintenant, arrivé au pays de destination, la marchandise est frappée d'impôt. Donc vous avez dit dans le commerce international. Mais nous, quelle est la règle qui nous régit ici? C'est le Code général des impôts, donc les règles fiscales, okay, qui peuvent ne pas être les mêmes que les règles comptables, commerciales, etc. Donc tout à l'heure, j'ai rappelé une disposition dans le Code par rapport à la territorialité. J'ai dit que les bénéfices réalisés hors du territoire sénégalais ne sont pas imposables au Sénégal. Est-ce que l'exportation, c'est un bénéfice? Ce n'est pas un bénéfice, c'est un produit. Okay? Donc on ne peut pas l'assimiler à un bénéfice réalisé à l'étranger. On a exporté, on a tout simplement réalisé un produit, okay, sénégalais, mais pour des biens destinés à l'étranger. Mais le bénéfice, lui, il est réalisé au Sénégal ici. Puisque le bénéfice, c'est produit moins charge. Les charges là, je ne les ai pas réalisées à l'étranger, je les ai réalisées au Sénégal. Donc il y a une nuance. Il faut faire très attention sur les termes en matière juridique. Il y a une différence entre bénéfice et produit. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice, c'est un produit. Okay? Donc ici, il n'y a aucun traitement à faire. L'exportation est un produit et non un bénéfice réalisé à l'étranger. Hein? Donc ici, il n'y a aucune déduction à faire. Hein? Bon, quand on parle de produit, c'est la colonne déduction qui nous intéresse. Donc aucune déduction à faire. C'est clair? Deuxièmement, on a une succursale au Mali.
qui a réalisé un déficit de 25 millions. Ce déficit-là, on va le déduire ou pas? C'est pas? C'est réalisé à l'étranger. Ça ne devrait pas venir perturber notre résultat. Si le comptable l'a fait, il faudra le corriger. Donc, ici, le déficit réalisé à l'étranger n'est pas une charge déductible au Sénégal. Donc, si le comptable l'a fait, il a commis une erreur. Donc, il faut corriger cette erreur-là et réintégrer le déficit qu'il a déduit dans les charges. Donc, vous voyez bien, on est en train de corriger la comptabilité, tout simplement. Mais de façon extra comptable. Il y en a qui commencent à dormir. Hein? Troisièmement, c'est clair? Troisième opération, le bénéfice de la succursale de Mali, est-ce qu'on le laisse dans les produits ou pas? Il les a laissés dans les produits. Est-ce que c'est normal ou pas? Saint-Louis est au Sénégal, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça fait partie des bénéfices de la société installée au Sénégal. Donc, il n'y a aucun traitement à faire. On ne va pas le déduire. On le laisse, on va l'imposer dans les bénéfices ou dans les produits de l'entreprise. Okay? Donc ça, c'était un peu pour vous rappeler le principe de la territorialité. Hein? Alors, quatrième opération, l'entreprise a perçu des dividendes provenant d'une société dans laquelle elle détient 32%. Donc, on a dit dividende net, revenu net. Donc, elle a reçu 13 770 000. Donc, la première chose qui attire votre attention ici, c'est quoi? C'est les parts. Donc, c'est de vérifier si les dividendes proviennent d'une société filiale ou non. Okay? Donc, si c'est nous qui percevons des dividendes, ça veut dire que c'est nous qui sommes actionnaires dans l'autre société. Okay? Donc, actionnaire à hauteur de combien? 32%. Or, 32%, c'est plus de 10%, la limite fixée pour être mère d'une filiale. Donc, ici, on est une mère de la filiale puisqu'on a plus de 10% de son capital. Donc, quel est le traitement fiscal concernant les dividendes provenant d'une société filiale? C'est exonéré à hauteur de 95%. Mais 95% de quoi? Des dividendes bruts. 95% des dividendes bruts. Est-ce qu'on a les dividendes bruts ici? Non, on a des dividendes nets. Donc, on a besoin de connaître le brut. Donc, on va reconstituer le brut. Donc, dividende brut égale dividende net divisé par 90%. Puisqu'on a reçu 90%, les 10% sont restés de l'autre côté. Donc, brut divisé par 90, net divisé par 90%, ça fait combien? 13 770 000 divisé par 0,90. Ça vient d'où? On a reçu un montant. Dans ce montant-là, les 10% ont été opérés à la retenue. Donc, on ne reçoit que 90%. Si on veut connaître le montant brut, les 100%, donc voilà l'opération qu'il faut avoir. 10%, c'est 100% moins les 10% de retenue à la source, l'IRVM. Parce que quand une filiale distribue,
elle ne distribue pas le brut. Elle opère une retenue à la source de 10% qu'elle va verser à l'État et vous recevez les 90%. Ça fait donc 15 300 000. Mais sur ces 15 300 000, la loi nous dit que les 95% sont exonérés d'impôts. Donc 95% de 10 300 000, c'est combien? De 15 300 000, plutôt. « 14 535 000. Donc, il faut déduire 14 535 000 de dividendes qui étaient dans les produits qu'il faut enlever d'ici pour ne pas les imposer. Donc, dans mes 30 millions, j'avais déjà les 14 millions. Je les déduis pour qu'ils échappent à l'impôt. N'oubliez pas que le comptable avait déjà comptabilisé tout ça. Et c'est compris dans les 30 millions. C'est les 30 millions qu'on est en train de corriger. Les produits qui sont compris dans les 30 millions qui ne sont pas imposables, il faut les enlever pour obtenir le résultat fiscal. Ce qui est imposable, il faut le laisser à l'intérieur. Donc 14 millions ne sont pas imposables parce que c'est des dividendes provenant d'une de nos filiales. Et la fiscalité, l'État nous dit, dans cette situation-là, moi, je vous dispense du paiement de l'impôt à hauteur de 95%. Donc les 5% sont restés dans les 30 millions. On a enlevé les 95%. Cinquième opération. Ici, il s'agit de dividendes provenant d'une société non filiale, puisque la quote-part est inférieure à 10%. Dans ce cas-là, l'entreprise est exonérée à hauteur de combien? 60%. Donc toujours, on détermine le brut en partant du net, 10 800 divisé par 90% égale combien? 9 millions. Non, le brut doit être supérieur au net. 10 800 divisé par 0. Rond, hein? Ça fait 12 millions bruts. Et on nous dit que 60% de ces 12 millions sont exonérés d'impôts. 12 millions fois 60% égale 7 200 000 à déduire. Voilà comment le retraitement qu'on fait sur les produits financiers provenant des dividendes, selon que c'est des dividendes reçus d'une société non filiale ou filiale. Tout ce que vous avez à retenir, c'est ça. L'exonération de 95% et l'exonération de 60%. Si vous n'avez pas le montant brut, il faudra le reconstituer, puisque l'exonération porte sur du brut et non sur du net. Le taux de retenue est toujours de 10%. Donc vous divisez par 0,90 pour obtenir le brut et vous le multipliez par le coefficient d'exonération. Donc ici, je précise bien 95%. Ici, 60%. Donc ça, c'est la loi qui nous donne cette faveur-là. Donc on va la saisir. C'était dans les 30 millions, on va les enlever pour ne pas les imposer. Alors, les intérêts provenant de BHS sont exonérés d'impôts. Donc, sixièmement, intérêt BHS. On a reçu 8 425 000. Le comptable a comptabilisé tout en produit, mais nous, on nous dit que la totalité est exonérée, donc on va enlever la totalité. Moins 8 425 000.
on le déduit c'est un produit, on le déduit. Les produits, on les déduit, les charges, on les réintègre. Oui? Pour les? Parce que le comptable a considéré que c'est une perte pour notre entreprise et au moment de calculer le résultat, il les avait déduits. Il les avait considérés comme une charge. Une perte, c'est une charge. Ça nous appauvrit. Donc il l'a constaté. Mais sauf qu'il ne devait pas le faire parce que ce n'est pas une perte réalisée au Sénégal, mais c'est réalisé à l'étranger. Donc nous, on n'est pas concernés. Donc, il faut corriger son résultat comptable. C'est une erreur de la part du comptable. Une erreur fiscale en tout cas. On est d'accord? Seuls les bénéfices réalisés au Sénégal sont imposables. Les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont pas imposables au Sénégal. L'inverse est également valable. Les pertes réalisées à l'étranger ne sont pas imputables sur les bénéfices réalisés au Sénégal. Lui, il a imputé une perte réalisée à l'étranger. Il les a imputées sur notre bénéfice. Donc ça réduit notre bénéfice. Ce n'est pas bon pour les impôts. Pour les impôts, il ne devait pas le faire. Donc ce bénéfice-là, il est faux. Il a été minoré de 25 millions. Donc on va le corriger en le relevant. Et pour le faire, il faut réintégrer la charge qui avait été déduite. Donc quand on réintègre, on augmente le bénéfice. Quand on déduit, on le diminue. Ici, on est en train de réduire le bénéfice imposable. Ici, on est en train de relever le bénéfice imposable dû aux erreurs commises par le comptable. Septième opération, c'est l'indemnité d'assurance. Voilà. C'est un produit, c'est dans les 30 millions. Est-ce que c'est un produit imposable ou pas? Il n'y a aucune disposition fiscale qui exonère les produits d'assurance. Donc c'est un produit normal, bien que exceptionnel, mais imposable quand même. Donc il n'y a aucun traitement à faire. On le laisse dans les 30 millions pour les imposer. Huitièmement, il y a eu une cession. À chaque fois une cession, là, qu'il y a cession, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a réalisé une plus-value ou pas? Donc il faut la calculer. Si elle est réalisée, il faut prendre l'engagement de réinvestir pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la plus-value. Donc ici, on va déterminer notre plus-value. Donc toujours plus-value égale prix de cession moins VNC. Alors, prix de cession, on connaît, égale 2 650 000. Prix d'achat du bien, 10 500 000. Taux d'amortissement, 25%. Voilà. Donc, date de cession, date d'acquisition d'abord, 1er janvier 2006. Date de cession, date de cession, 30 mars 2019. Donc ça veut dire qu'on va amortir jusqu'au 30 mars 2019, depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au 30 mars. Donc, on peut faire vite, hein? Du 1er janvier 2016 au 30 mars 2019, ça fait combien de mois? 2016, 12 mois, 16, 17, 18, ça fait 3 fois 12, 36 mois, c'est ça? Plus 3 mois, ça fait 39 mois. Donc la durée d'amortissement du bien. Donc, somme des amortissements égale valeur d'acquisition, 10 500 000. Pardon? 31 mars. Vous voulez que je mette 31 mars? Bon, d'accord. Mars, c'est 31 jours, hein, c'est ça? C'est ça? D'accord, bon.
Bon. Donc ça me fait 39 mois. On est d'accord? Bon, je suis dictateur aujourd'hui. Donc 10 500 000 multiplié par 25%, c'est ça le taux d'amortissement, non? Multiplié par la durée. Okay? 39 douzièmes. Ça fait combien? Pour l'autre, j'aurais pu faire amortissement 2016, du 1er au 12. Amortissement 2017, du 1er au 12, ainsi de suite. OK? Mais là, j'ai pris un raccourci. Je fais la somme, OK, des mois pour lesquels le bien est resté dans l'entreprise. Donc, du 1er janvier au 30 mars, ou 31 mars selon, ça fait 39 mois. OK? Ça fait combien? 8, hein? 8 millions 531 250. C'est ça la somme de mes amortissements qui correspondent à la dépréciation du bien. Donc, valeur nette comptable égale prix d'acquisition moins somme des amortissements. Prix d'acquisition, c'est 10 500 moins somme des amortissements, 8 531 250 égale 1 million. Combien? 968 750. Voilà ma VNC. Voilà mon prix de cession. Donc, plus-value égale prix de cession moins VNC égale 681 250. Voilà la plus-value réalisée. Et comme j'ai pris l'engagement de réinvestir, cette plus-value-là, elle sera exonérée. OK, donc, huitièmement, plus-value sur cession égale 681 250. Voilà, j'en ai terminé avec le retraitement de mes opérations, donc je fais le total. Ici, j'ai 30 150 plus 25 750. Ça me fait total réintégration. Ça fait 55 millions 900 ronds, hein? Oui. 865. Total déduction. Voilà. Donc, résultat fiscal égale résultat comptable plus réintégration moins déduction. Donc, les déductions sont de 30 741 250. Donc, résultat fiscal égale $25 millions 159 615.
Donc voilà mon résultat fiscal qui va me servir de base pour calculer l'impôt sur les sociétés. Donc ici, il s'agit d'une société à responsabilité limitée, donc c'est l'IS qui sera appliqué et non l'impôt sur le revenu. Hein. Donc, impôt sur les sociétés égale égale 25 millions 159 615 fois 30%. 7 millions. Voilà. Donc vous voyez bien ici, le fait d'avoir maîtrisé les dispositions fiscales font que je paye moins d'impôts. Si je n'avais pas déduit ces produits-là qui sont exonérés, j'allais appliquer l'impôt éventuellement sur 30 millions, voire même peut-être sur 30 millions plus 25, 55 millions. Okay? Donc le résultat fiscal, il n'est pas toujours égal au résultat comptable. Vous pouvez avoir un bénéfice comptable et se retrouver avec une perte fiscale. Vous pouvez avoir une perte comptable et se retrouver avec un bénéfice fiscal à cause des opérations de réintégration et de déduction. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de faire la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal, parce que l'enjeu est quand même important. C'est bon? Voilà. Donc, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Ensuite, on fera le même exercice pour les charges. Donc, rappelez-vous notre formule, résultat fiscal, c'est résultat comptable, plus réintégration des charges non déductibles, moins déduction des produits exonérés. Quels sont les produits exonérés? On les a parcourus. Maintenant, on va parcourir les conditions liées aux charges. Quand est-ce qu'une charge est dite non déductible? Merci beaucoup pour votre assistance et bon week-end.